moi, je veux parler des minorités au Québec, qu'on appelle les minorités. Il y a quelqu'un qui a fait le reproche de dire que la minorité au Québec, c'est une minorité anglaise. Les Autochtones sont des peuples et les autres, ce sont des immigrants. Je suis d'accord avec ça, mais ça demeure quand même, du point de vue générique, c'est des minorités quand même. Puis moi, c'est de ça dont je veux parler. Dans la première partie, je vais parler des erreurs qui ont été faites par les indépendantistes par rapport aux minorités dans le passé. Et essentiellement, les erreurs qu'on a faites, pas des erreurs, là, des crimes ou des fautes qu'on a commis, c'est essentiellement parce que les Québécois ont cru la propagande fédéraliste qui dit essentiellement que l'indépendance, ça va coûter cher. Ça, c'est dans la culture. L'indépendance, c'est quelque chose qui va coûter cher, qui va être pénible, etc. Que les immigrants sont irrécupérables pour les indépendantistes, ça c'est une idée qui vient des fédéralistes. Que l'indépendance, c'est une espèce de caprice. C'est un caprice qu'on a parce qu'on veut être indépendant. On pourrait très bien s'en passer, c'est juste pour le plaisir qu'on fait ça. Une autre chose qui vient d'apparaître les dernières années, c'est que les frontières, ce serait du racisme. Il faudrait ouvrir les frontières, que c'est ça qui serait bon pour l'humanité. Ben, je suis désolé, mais les frontières, c'est quelque chose qui existe à travers toute notre forme de vie. Même les plantes, les bactéries ont des frontières. Il y a une membrane cellulaire qui fait le tour de chaque cellule. Chaque individu a un corps parfaitement identifié avec une frontière. Il y a même ce qu'on appelle l'espace vital. Les Anglais appellent ça elbow room, l'espace pour bouger les coudes. Les gens sont censés se tenir à cette distance-là de vous. Il y a seulement votre femme ou les amoureuses qui sont censés être plus proches. Ils rentrent dans la bulle. On appelle ça la bulle. Bon. Alors, les frontières, c'est quelque chose d'essentiel dans toute notre forme de vie parce que ça permet de protéger la richesse accumulée. Et c'est comme ça, c'est quelque chose, j'en parle en passant. Tout ce dont je parle, moi, vient de ce livre-là que j'ai composé quand j'étais à l'étranger. Et quand je suis revenu au Québec il y a 10 ans, je l'ai simplement appliqué au Code du Québec, puis ça allait comme un gant sur la main. Alors, c'était donc la base de tout mon travail, les vidéos que je fais ou les conférences que je donne. La vraie vérité, c'est que tout ce que je fais, tout ce que je montre, tend à montrer de façon très claire, et moi je trouve ça, je ne suis pas le seul à le penser, que l'indépendance, ça va être quelque chose de payant, non pas ce que dit la propagande qui veut que ça va être quelque chose de coûteux. Et ça va être payant pour des raisons géographiques, des raisons économiques qui suivent la géographie. Au niveau environnemental, j'ai fait une conférence il y a un mois ici là, sur le fait que le projet indépendantiste était un projet environnemental, c'est-à-dire que pour de multiples raisons, le Canada gaspille de l'énergie et donc crée de la pollution. Et je vais en parler rapidement tantôt. Il y a des raisons de politique, puis également le peuplement actuel, notamment grâce à l'immigration, qui favorise également l'indépendance. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, c'est basé sur ce livre-là, justement. Si le Québec a survécu, j'en ai parlé tantôt avec Yvan, sans jamais contrôler son territoire, sans jamais contrôler ses frontières, sans jamais contrôler son immigration, parce que on n'a jamais contrôlé ces choses-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de fort dans le territoire québécois et dans la culture québécoise. Il y a quelque chose de... Le Québec a été le premier pays envahi du monde moderne. C'est-à-dire, on était la première colonie. Là. Les Anglais sont débarqués ici pour nous conquérir. Les Français s'étaient installés, mais en fait, s'étaient installés dans un pays presque vide à cause des épidémies qui exterminaient les Amérindiens. Mais les Anglais, eux, nous ont chanté en tirant un coup de feu, installés au Québec. Tandis que les Anglais sont entrés ici après 150 ans de guerre, puis après canon. Alors, c'est encore une fois parce que la géographie est forte. C'est simplement le fait que le fleuve Saint-Laurent, le Québec, le centre du Québec, les basses terres du Saint-Laurent, représente un pays naturel pour les Québécois qui se mélangent, c'est-à-dire c'est des gens qui vivent autour de Montréal et qui se concentrent autour de Montréal, Québec, là, et qui se concentrent, et ça forme un peuple parce que tout le monde se mélange. Et il y a le deuxième caractère du Québec, qui est un territoire de passage. Et ça, qui donne accès à la plus grande mer intérieure du monde, qui est les Grands Lacs.
Et ce qui fait qu'il y a toujours eu un phénomène de vidage au Québec. Les gens qui restaient au Québec qui parlaient français se mêlaient à nous, et les autres traversaient simplement le Québec, parce que Montréal était le port en eau profonde le plus éloigné des côtes du monde entier. Donc, pour aller le plus loin possible pour aller à l'ouest, les immigrants se présentaient à Montréal, puis Montréal qui est ici, et le temps de se refaire, parce qu'ils n'avaient plus d'argent, et ensuite ils partaient vers l'ouest. Alors, c'est pour ça que le Québec a survécu, et c'est pour ça qu'il a été le premier envahi et le dernier à se libérer. Parce que le phénomène de peuplement en Amérique du Nord se continue aujourd'hui, et les gens continuent de venir au Québec, et bien, tout le monde le sait, en 1995, si on a perdu, c'est parce que la propagande fédéraliste a convaincu les immigrants de voter non. S'ils avaient voté comme les francophones, avec les mêmes intérêts que les francophones qui vivent, ils auraient voté oui, mais ils n'ont pas été informés parce que personne ne les a informés. Lors de la dernière conférence, j'ai montré, sur l'environnement, j'ai montré que le Canada, je vais passer rapidement, mais juste pour faire un récapitulatif pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que le Canada est un immense pays, très allongé, de 5000 km de long et de 300 km de large. C'est là que vit 90% de la population canadienne, éparpillée en grumeaux. Il y a un grumeau ici, il y en a en Alberta, il y en a en Saskatchewan. C'est par grumeaux et c'est très très proche de la frontière américaine, c'est-à-dire là où c'est chaud. Les gens évitent le froid et le très froid, parce qu'on est des animaux tropicaux. Deuxième des choses que j'ai montrées, et une chose importante, c'est que le Canada s'est développé d'est en ouest et dans un sens perpendiculaire à la géographie de l'Amérique du Nord, qui, elle, est de sens nord-sud. Les Appalaches, Mississippi, Michigan, les côtes, le fleuve Mackenzie. Alors, pour se développer, le Canada a gaspillé de l'énergie, et la raison était simple, c'est que les gens voulaient aller chercher la richesse qui était dans l'ouest. Alors, ils se dirigeaient d'est en ouest, mais ils affrontaient par exemple des montagnes rocheuses qui coûtaient très cher à traverser. Alors, le Canada est un pays qui gaspillait beaucoup d'énergie de ce côté-là. J'ai également montré dans la dernière conférence sur l'environnement que les frontières droites qui caractérisent le Canada, autant la frontière internationale ici, que les frontières internes, étaient des frontières droites qui n'avaient rien à voir avec la géographie ou avec l'économie, ce qui fait qu'il y avait des gaspillages systémiques. Par exemple, c'est particulièrement clair dans le cas des prairies qui forment une unité, alors qu'il y a des frontières qui empêchent les gens de passer, il y a des lois différentes, des coûts, des taxes pour le pétrole qui sont différentes également. Alors, le Canada gaspille beaucoup d'énergie de multiples façons. J'ai également montré que la capitale du Canada, Ottawa, avait été placée un peu n'importe où, et que c'était une ville de fonctionnaires sans port. Et ça, c'est même si l'Outaouais est une rivière qui est navigable. Le canal Rideau, par exemple, donnait accès au 19e siècle au lac Ontario. Alors, la capitale du Canada est artificielle, et elle a été placée dans un pays qui est grand comme l'Europe, à 1 millimètre à l'extérieur du Québec, dans un but évident de détourner l'argent du Québec. Je vais monter le bâton. Autre chose que j'ai montré, c'est que comme la géographie est de sens nord-sud dans l'Amérique du Nord, petit à petit, la géographie qui est permanente et qui économise beaucoup d'énergie, quand vous suivez les axes de la géographie, vous économisez beaucoup d'énergie, alors que quand vous essayez de le traverser, comme le fait le Canada, vous gaspillez de l'énergie, il faut franchir des montagnes, il faut remonter le fleuve Saint-Laurent à contre-courant. Alors, à long terme, l'économie, et c'est ça qui s'est produit au Canada, qui continue de se produire, l'économie s'oriente dans le sens géographique des axes en Amérique du Nord. Le Québec vend la majorité de ses exportations vers les États-Unis. Dans le cas des maritimes, ils sont tournés vers l'Atlantique. Dans le cas de la Colombie-Britannique, tournés vers le Pacifique. Dans le cas du Yukon, tournés vers l'Alaska. Donc, le Canada est un pays qui gaspille énormément d'énergie. Alors que la tendance naturelle, c'est de couler de l'ouest vers l'est. Comme vous pouvez voir ici, il y a des hauteurs, il y a 69 mètres entre le Québec et l'Ontario. Il y a des pays naturels. Et vous avez à 100 mètres plus haut les grandes villes américaines. Il y a vraiment 3 pays différents. Mais la façon normale c'est de descendre la pente au lieu de la monter. Le fait que le Québec est orienté d'ouest en est, parce que le fleuve Saint-Laurent coule de l'ouest vers l'est, fait que le Québec est naturellement orienté vers l'Atlantique,
et vers le commerce mondial. Le Québec, c'est un pays naturellement commercial, un pays qui est naturellement marchand. Or, son peuple, le francophone, ne l'est pas. Pourquoi? Eh bien, c'est très clair, c'est à cause de l'invasion qui a eu lieu en 1760. Donc, le Québec est ouvert naturellement sur l'Atlantique et sur le monde. Maintenant, il faut comprendre ce qui est arrivé avec l'immigration. C'est l'immigration, parce que comme je l'ai toujours dit, l'histoire du Québec s'est faite à l'extérieur du Québec. C'est quelqu'un d'autre, tout le temps des gens à l'extérieur, la France, l'Angleterre, les États-Unis, Ottawa, qui décidaient de ce qui se passait. Ce qui est vraiment arrivé, c'est un phénomène qui est continental, c'est que pendant très longtemps, ce sont des continents qui étaient surpeuplés et pauvres, qui cherchaient à se déverser sur un continent qui, lui, était riche et vide à cause des épidémies. Alors, pendant très longtemps, ça a été l'Europe, bien sûr, qui a débarqué en Amérique du Nord et qui fonçait vers l'ouest dans un sens perpendiculaire parce qu'ils allaient s'emparer des richesses qui étaient à l'ouest. Au début, c'était l'Europe qui le faisait. Évidemment, ils empêchaient les autres de rentrer. Et c'était la phase de peuplement, c'est-à-dire qu'il se faisait dans un sens inverse à la géographie, simplement parce qu'il y avait beaucoup de richesses à aller chercher dans l'ouest. Maintenant, ça, vous avez ici, j'en ai parlé dans une autre vidéo, vous avez le déplacement du centre de masse depuis 1790 aux États-Unis. Les États-Unis, le Canada, c'est pareil. Le Canada, c'est une partie des États-Unis. On lui dit c'est très, très proche de la frontière où les gens vivent. Alors ça s'est déplacé de décennie en décennie, on le sait, grâce au recensement américain qui, dans la Constitution, dit que le recensement doit être fait tous les 10 ans. On voit que ça s'est déplacé globalement. Ça, c'est le centre de masse. C'est là où la population, il y a autant de gens à l'est qu'à l'ouest, au nord qu'au sud. Alors, ces points-là, chaque année, et ça progresse vers l'ouest pour la simple et bonne raison que l'Amérique du Nord est surtout riche dans l'ouest. Pensez au pétrole, pensez à la Californie, pensez au blé de l'ouest, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi vrai aux États-Unis qu'au Canada, mais évidemment au Canada, ça s'est fait dans une courte bande, la petite bande dont j'ai parlé, excusez-moi au nord ici, là, qui suit c'est tellement étroit le Canada que le déplacement vers l'ouest se continue même de nos jours. Essentiellement, c'est une phase de peuplement qui avant dépendait de l'Europe et qui maintenant dépend de d'autres continents, c'est-à-dire l'Amérique latine qui remonte vers le nord, et l'Asie qui se développe sur la côte ouest. L'Europe aujourd'hui fournit à peu près 15% dans ces eaux-là, 15% des immigrants en Amérique du Nord. Alors, ce qui fait que, il y a une chose importante aussi que je voulais dire, quand vous avez un mouvement comme ça, d'est en ouest par les Européens, les nouveaux Européens qui débarquaient ici, ils parlaient toutes sortes de langues, et évidemment, ce n'étaient pas des anglophones. Mais c'était les vieux Américains qui partaient vers l'ouest. Ce qui fait que vous aviez une espèce de feu roulant d'Américains qui allaient vers l'ouest et qui anglicisaient le pays. Ça, c'était le melting pot américain qui se faisait en anglais. C'était pareil au Canada anglais, ça se faisait en anglais. Alors que de nos jours, avec les gens qui viennent des autres continents, vous avez le melting pot a arrêté de fonctionner. Le melting pot, c'est mêler les gens. De plus en plus, pensez aux Cubains en Floride, qui sont très nombreux. Le peuplement noir, les Noirs aux États-Unis sont encore majoritairement dans le sud. Ils vivent dans les grandes villes éparpillées sur le territoire. Je pense que c'est 60% des Noirs vivent dans les 10 plus grandes villes américaines. Mais le peuplement noir dense, il est dans le sud, le vieux sud de la guerre de sécession. Et avec le mouvement des Mexicains qui remontent vers le nord, vous avez un peuplement qui est de plus en plus latino. C'est l'ancienne partie du Mexique qui a été volée au Mexique par les Américains au milieu du 19e siècle. Et là, c'est pour la même raison que les Latinos étaient là avant les Américains. C'est que le Mexique, l'orientation nord-sud est valable ici, et la population débarquait en Californie, tous les noms, San Francisco, Los Angeles, San Diego, c'est des noms espagnols. Et les Mexicains sont en train de faire une reconquista parce que là, évidemment, c'est l'Amérique centrale. Il y a presque plus de Mexicains qui rentrent aux États-Unis. Il y en a autant qui rentrent, il y en a qui sortent. Là, c'est des gens qui viennent d'Amérique centrale qui se déversent, ce qui fait que cette partie-là, Texas, Arizona, Nouveau-Mexique, Californie, est de plus en plus hispanique. Vous
Vous avez un peuplement asiatique, évidemment, qui se répand également un peu partout sur le territoire, mais également beaucoup en Californie, mais énormément dans la partie nord-ouest. Vancouver est une ville qui devient de plus en plus chinoise. Alors, le melting pot là, fonctionne beaucoup moins de nos jours parce que le feu roulant qui débarquait de l'est, qui allait vers l'ouest, s'est arrêté parce que les Européens n'envoient presque plus d'immigrants par rapport aux Asiatiques. Et ceci dit, en passant, c'est tout à fait normal parce que les gens se débarquent près des côtes. Alors, vous voyez ici, c'est tout près des côtes. Alors, c'est la façon la plus facile d'aller chercher de la richesse. Et il y a encore de la richesse aux États-Unis dans la partie ouest. Il y a un cas qui pourrait se produire dans l'avenir, qui va sûrement se produire, c'est l'Afrique, qui est le seul continent qui continue de se reproduire très rapidement. Mais il y a des raisons de croire que ça n'arrivera pas de façon aussi massive que l'Asie ou l'Europe l'ont fait. Une des raisons, c'est que l'Amérique du Nord, bien sûr, commence à être pleine. Avec le Mexique, parce que le Mexique, vraiment, fait partie de l'Amérique du Nord, on est déjà 1 demi-milliard. Alors, ça commence à faire beaucoup de monde. Je pense qu'il y aura plus beaucoup, puis je vais montrer bientôt pourquoi. Mais il y a d'ailleurs commencé, vous savez qu'il y a un groupe de 1500 Africains qui sont entrés aux États-Unis avec le groupe qui rentre présentement illégalement à la frontière sud. Ils ont pris l'avion, ils se sont présentés au Mexique, puis ils ont monté, puis ils sont rentrés. Et c'est la première fois que ça arrive, et l'Afrique devrait avoir une énorme pression démographique, on la voit sur l'Europe présentement. Ça pourrait arriver aux États-Unis, mais je vais vous montrer pourquoi ça a peu de chances de se produire. D'abord, j'ai dit tantôt, attendez, là, c'est ça, c'est la raison pour laquelle ça se produit, là, c'est produit aux États-Unis, ce qui est en train de se produire, c'est que la géographie finit toujours par l'emporter sur l'histoire. La raison est simple, l'histoire, c'est des gens qui se déplacent de la pauvreté vers la richesse, qui vont habiter des territoires, alors que la géographie, c'est quelque chose qui produit, si on suit les axes de la géographie, ça produit de la richesse continuellement pendant des milliers, des millions d'années. Alors la géographie finit toujours par gagner sur l'histoire, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Alors, je l'ai dit tantôt, les axes en Amérique du Nord, un coup que le pays est peuplé, eh bien, les gens essaient de faire le maximum de richesse. Évidemment, ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent des axes géographiques, parce que ça coûte moins cher de suivre une vallée droite et plate que d'essayer de traverser les Rocheuses ou les Appalaches. Alors, dans le cas, et en passant, ça, ce qui se passe en Amérique du Nord, là, les grumeaux de peuplement dont je parlais tantôt, c'est quelque chose dont tout le monde est au courant, ça. Les immigrants le voient. Les immigrants le savent. En Californie, par exemple, il n'y a seulement que 20% des enfants dans les berceaux qui sont ce qui s'appelle des blancs non hispaniques, mais ça a déjà été une vaste majorité en Californie qui étaient des blancs non hispaniques. Aujourd'hui, c'est 20%. Alors, les immigrants le voient très, très bien. Puis, il y a tout un mouvement, je ne pense pas qu'il va fonctionner, mais en tout cas, il faut mettre beaucoup plus d'Espagnols en Californie. Comme les immigrants le voient, ben, ils se rendent très bien compte que les États-Unis, comme d'ailleurs tout l'Occident, sont en retrait et reculent. Dans le cas du Québec, je l'ai dit tantôt, le Québec est naturellement tourné vers les océans, alors que le Canada fonctionne d'est en ouest. Tout remonte vers Toronto, etc., ce qui est un cas très, très rare. Dans le passé, pour les immigrants, parce que ce qui a fait l'histoire du Québec, comprenons-le, c'est l'immigration. Hein. L'immigration a toujours été la première immigration française, qui a fait beaucoup d'enfants. Les Autochtones ont disparu à cause des épidémies, presque disparu. Les Québécois se sont reproduits parce qu'il n'y avait pas de problème avec les épidémies. Il n'y a pas eu de génocide au Québec. C'est pas arrivé, c'est des génocides d'Indiens par les francophones, et même par les anglophones, c'est pas arrivé. Qu'on me dise où et quand, c'est pas arrivé. Alors, les Béotucs? Béotucs, on parle de Terre-Neuve, je parle au Québec. Les Béotucs ont été... Vous avez dit au Canada? Non, ce que je parle, c'est les Canadiens ici au Québec. On forme aujourd'hui, si on prend tous ceux qui sont non autochtones, c'est 98% de la population. Dans beaucoup de pays dans le monde, ils pensent qu'il y a eu un génocide. Non, ce sont les épidémies. Les épidémies, c'est quand les Européens sont arrivés ici, ils ont relâché sur le continent une vingtaine de maladies mortelles à laquelle nos ancêtres s'étaient acclimatés en Europe. Les Amérindiens n'avaient pas cette protection. Alors, il y a eu une hécatombe, et depuis, les Amérindiens étaient des gens qui vivaient, c'était des semi-nomades.
Alors que des cultivateurs peuvent avoir 24 enfants comme mon arrière-grand-mère, il n'y a pas de problème, il y a tant plus de terre. Et quand le pays commence à être plein, donc, on va aller aux questions tantôt, sans ça, Michel va m'empêcher de continuer. Non, c'est une précision. Il faut dire que les Européens étaient sales, tandis que les Amérindiens étaient beaucoup. C'est vrai, il y a du vrai là-dedans. Oui, je suis au courant de ça. Il y avait surtout beaucoup de rivières pour se laver. Les Européens n'en avaient pas. En tout cas, mais tout ça pour dire que c'est l'immigration qui a fait l'Amérique du Nord, c'est ça qui là, la population commence à se stabiliser. Avant, pour les immigrants, c'était tout à fait clair. Quand les Anglais nous ont envahis en 1760, ils ont commencé par nous appauvrir massivement, ils ont jeté dehors nos élites, on s'est retrouvés pauvres, ils nous ont tassés dans les terres, puis ils ont pris le contrôle 20 ans après l'invasion, 90% de l'économie étant dans les mains de 5% de la population, c'est-à-dire les anglophones. Alors, pour les immigrants qui arrivaient, ce qui arrivait, c'est qu'ils voyaient un peuple pauvre, un peuple de locteux, de pauvres, des guenilloux. Alors, c'était pas très attirant de se joindre à eux, alors que les Anglais, eux, avaient toute la richesse, toute la puissance. Il y avait l'Empire britannique, le plus puissant empire qui avait jamais existé. Alors, les immigrants, tout naturellement, c'est tout à fait humain, ils se tournaient vers l'anglais. Et les anglophones ont gardé cette puissance. Vous avez Upper Westmount aujourd'hui qui est encore anglophone en vaste majorité. Regardez-moi l'hôtel de ville, c'est gras, c'est prospère. Alors encore aujourd'hui, ils ont les restants de cette puissance, les Anglais. Et comme ils ont accumulé de la puissance pendant 260 ans à nos dépens, à quoi ça sert un empire? À quoi ça sert le pouvoir si on n'en abuse pas? Alors, vous avez des cas encore aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, on ne parle pas de 50 ans. Vous avez ici mon bâton. J'ai pris ici les villes des fusionnées par le Parti libéral du Québec, là, qui a toujours servi les anglophones. Et si vous prenez les salaires, ils le savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient qu'ils recréaient une injustice. Les anglophones au Québec, les maires anglophones gagnent 25 fois plus par habitant que le maire de Montréal. C'est-à-dire en moyenne 2,31 par rapport à 9 cents par habitant pour le maire de Montréal. Ça, c'est de l'argent qui est tiré de la communauté, bien sûr, parce que les anglophones prennent cet argent-là au Québec, ils ne le prennent pas sur la planète Mars. Alors, c'est de l'argent qui est soustrait à la majorité, c'est un résultat d'un phénomène historique. Vous avez ici également, j'ai fait des vidéos là-dessus, vous avez les recteurs des universités au Québec. Regardez, l'Université McGill, il est payé 404 000. L'Université Concordia, 439 000. L'Université Bishop, avec 2400 étudiants, est payé 297 000 par année. Alors que le recteur de l'UQAM, qui a à peu près 10 fois plus d'étudiants, gagne moins, 100 000 $ de moins que le recteur de l'Université Bishop. Les Anglo-Québécois possèdent 3 universités, 6 cégeps, 18 hôpitaux, la majorité des hôpitaux sur l'île de Montréal, les villes défusionnées. Ils contrôlent encore probablement près de la moitié de l'économie. On parle surtout des multinationales, etc. Si vous rentrez dans le centre-ville de Montréal, dans les buildings, là, vous allez à côté des ascenseurs, là, il y a les plaques là, pour dire où les gens sont, les noms. Regardez les noms. Vous allez voir, c'est des anglophones. Il y a beaucoup des Québécois, tout ça. Et la proportion d'anglophones est énorme alors qu'ils ne représentent que 4,5% de la population. Je parle des anglophones d'origine britannique. Alors, ils ont encore une énorme puissance qui leur vient de tout ce qu'ils ont accumulé depuis 260 ans, plus l'aide d'Ottawa, plus l'aide de la Cour suprême. Alors, le résultat de ça, c'est que les anglophones, aujourd'hui, sont en décroissance rapide, une population assez vieille, et ils possèdent encore énormément de puissance au Québec. Et récemment, ils ont transféré 2 écoles primaires aux francophones. Et là, ils ont dit, les anglophones, mauvaise foi, pareil, c'est difficile de... Ils disent, on va se regrouper toutes les minorités au Canada pour les minorités opprimées, se protéger contre la majorité. En Ontario, il y a un seul, pas 18 hôpitaux, comme sur l'île de Montréal, plus toutes sortes d'hôpitaux également dans le reste du Québec, là. On parle de 18 hôpitaux majeurs. La majorité des hôpitaux majeurs au Québec, à Montréal, sont administrés par des anglophones avec des gros salaires. Ils ont des commissions scolaires un peu partout au Québec, avec des commissions scolaires qui ont 10 écoles, 12 écoles. Le gars gagne quand même 100 000 $ par année. C'est tout un détournement systématique. À l'intérieur du Québec, sans parler du détournement dont j'ai parlé tantôt, Ottawa, qui est à 1 mm à l'extérieur du Québec, et les gros salaires sont donnés à des anglophones. Pourquoi pas, c'est leur pays. En Ontario, il n'y a seulement qu'un
un hôpital francophone, l'hôpital Montfort, on a de la difficulté à sauver. Pour une population semblable à la population des Anglo-Québécois. Alors, ils ont eu le culot de dire qu'ils vont se mettre avec toutes les minorités opprimées pour se protéger contre la minorité, contre la majorité qui est, bon, c'est complètement ridicule, c'est l'inverse. Ce qui est vraiment en train d'arriver, c'est un peu comme une marée, c'est-à-dire que vous avez eu la marée européenne qui a recouvert le Québec, qui a recouvert le Canada, puis aujourd'hui, cette marée-là, elle a reculé. On est à marée basse. Alors, on voit réapparaître la réalité du territoire. C'est ce que je dis quand je dis, c'est un phénomène semblable. C'est que là, on voit réapparaître qu'est-ce qui arrive vraiment. Alors, c'est une comparaison, mais que j'aime bien. Ce que les immigrants voient aujourd'hui, c'est plus un peuple de miséreux, là, qui vit dans des taudis, comme on voit au musée McCord. On voit des gens, la majorité des nouveaux milliardaires au Québec, c'est des francophones, des gens comme Jean Coutu. Ça, c'est Jean Coutu. Vous avez PKP qui vaut 2 milliards de dollars. Enfin, il y en a toute une série là, qui ont paru récemment dans les journaux. La majorité des milliardaires du Québec sont francophones de nos jours. Alors, les immigrants, là, c'est beaucoup moins clair. Depuis, comme on a pris beaucoup de puissance parce que la richesse, elle vient toujours du pays. L'idée de Karl Marx qui voulait que les multinationales il finirait par y avoir seulement une multinationale sur la planète, c'est-à-dire une multinationale qui achèterait toutes les petites entreprises, qui finirait par dominer, c'est pas arrivé. Et c'est même pas arrivé dans chaque génération. Bill Gates il venait de classe moyenne supérieure, mais enfin, Bill Gates était pauvre. Aujourd'hui, c'est un des hommes les plus riches du monde. Warren Buffett également, Elon Musk. Alors, c'est même pas vrai au niveau, c'est que la richesse, elle vient d'un pays, et les gens, il y a des gens très intelligents dans tous les pays, ils prennent le contrôle de leur territoire, ils créent de la richesse avec leur territoire, et les multinationales ne peuvent pas. Alors, les multinationales sont très puissantes, mais elles ont tendance à souffrir quand elles deviennent trop grosses. Un peu comme les baleines, elles sont trop grosses pour pouvoir bien gérer leurs affaires. Alors, comme on a eu ici, on a augmenté notre puissance depuis la Révolution tranquille, vous voyez ici quelque chose d'intéressant, c'est que de nos jours, ça c'est les 10 principaux pays d'immigration au Québec. Regardez, ça c'est des pays francophones. Alors, c'est la France, l'Algérie, Haïti, le Maroc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui nous envoient des immigrants francophones. Alors ça, ils ont été obligés de faire ça, le Canada anglais, parce qu'il fallait bien, on était puissants, il fallait bien accommoder les gens puissants qui sont au Québec. Alors les immigrants de nos jours se regroupent de plus en plus avec nous. Attendez, je me retrouve dans mon papier. OK. Alors maintenant, on est devenu de plus en plus puissant, mais il y a également le fait, comme j'ai dit tantôt, que le Québec est orienté vers l'Atlantique. Or, la francophonie, c'est une organisation essentiellement atlantique. Vous le voyez très bien ici, les pays qui sont près de la France, ça c'est l'Algérie, ça devrait y être, la France était une puissance continentale. Alors, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle essayait d'aller chercher tout ce qui était proche d'elle. Alors, elle a créé un empire qui était essentiellement, l'Égypte n'est pas vraiment francophone, et qui était essentiellement de nature atlantique. C'était la même chose pour les pays latins, l'Espagne, le Portugal. Ils ont tout de suite été dans l'Atlantique Sud. On le voit très bien, ça c'est parce que c'est des puissances continentales qui, quand ils se projetaient sur l'Atlantique, essayaient d'aller sur les océans, ils essayaient de rester proches. Alors que, si vous prenez l'exemple de la Grande-Bretagne, qui ont colonisé le Canada, en fait, le Canada anglais, les États-Unis, ont perdu les États-Unis. La Grande-Bretagne, ce qu'ils avaient dans le monde atlantique, c'était le Canada puis la Guyane. On fait des petites îles ici. Mais essentiellement, l'Empire britannique, c'est quelque chose qui est au-delà du Cap Horn ici. Regardez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie, les Indes, ça c'est la Malaisie. Alors, ça c'est parce que comme c'était une puissance océanique, ils ont simplement laissé les Français, les Latins s'installer là. Et ils ont contourné, ils ont été chercher un immense empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Ça c'est ce que je dis. C'est ça. Au Québec de nos jours, 40% des immigrants parlent français à la maison. Ce qui montre que c'est complètement changé par rapport à ce qui se passait il y a 60 ans, où là, c'était quasiment tout le monde allait du côté de l'anglais. De toute façon, il n'y avait presque pas d'immigrants francophones, même de France, au Québec. Il y avait Frenchy Jarreau, des gens comme ça, mais il n'y en avait presque pas. Ce qui me permet de faire la remarque suivante, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, le multiculturalisme,
c'est simplement un phénomène de première génération, de deuxième génération. Dès que vous arrivez, parce que le multiculturalisme est dû au fait que les immigrants de première génération ne se sont pas encore intégrés. Et la deuxième génération. Mais dès qu'on atteint la troisième, quatrième génération, bien, les gens ils se marient avec des Québécois, des Allemands, des Anglais, des Autochtones, etc. Puis ils ne se disent plus Italiens et Grecs, ils se disent Canadiens ou Québécois. Ça, c'est un phénomène. Le multiculturalisme qui nous sort de nos jours, c'est simplement une espèce d'excuse pour noyer le Québec, pour faire entrer des travailleurs à bas prix en Europe, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la tendance générale des peuples, c'est d'assimiler, je l'ai montré tantôt pour le pays naturel du Québec, c'est d'assimiler tout le monde qui vit sur le même territoire par intermariage, puis on choisit une langue, etc., un système, une religion si possible, d'où les guerres de religion qui viennent un peu partout dans le monde. Alors, dans le cas du Québec, les 40% des migrants qui parlent français à la maison, la probabilité, c'est qu'ils vont vouloir rester au Québec. Pas tous, mais la probabilité, c'est qu'ils vont rester au Québec, qu'ils vont devenir nous, dans les futures générations. Pour ce qui est des autres, j'en ai parlé tantôt, le Québec est un pays de passage, ils vont continuer de partir comme ils n'ont jamais arrêté de partir depuis 260 ans. Il y a plusieurs raisons de ça. La première, c'est que le Québec est la province la plus pauvre du Canada en termes de revenus par habitant. Ça, c'est dû aux 260 ans de détournement du Canada anglais. Et il y a également le fait qu'au Québec, il y a deux langues difficiles à apprendre. Difficiles à apprendre et surtout à écrire. Alors ça, c'est pénible pour les immigrants. Ils préfèrent aller au Canada anglais quand ils ne parlent pas français. Ils préfèrent aller au Canada anglais. Alors, ils partent. Il y a le climat, qui est beaucoup plus dur au Québec qu'en Ontario ou en les Maritimes, ou surtout la Colombie-Britannique. Vous avez également le problème d'indépendance qui n'est pas encore réglé, qui traîne dans le paysage, qui embête beaucoup les immigrants parce que ça ne se règle pas. Nous aussi d'ailleurs. Alors, une chose importante à comprendre, c'est qu'en Amérique du Nord, la loi démographique de base, c'est ça que j'ai montré depuis tantôt, la loi démographique de base, c'est l'immigration. C'est des gens qui partent de continents pauvres, qui viennent dans un continent riche. Mais au Québec, la loi démographique de base, c'est l'émigration, parce que c'est un pays de passage. Alors, les immigrants rentraient ici, puis ils s'en allaient. On ne sait pas combien d'immigrants sont venus à Montréal. Il y en a plein qui ne faisaient que passer parce qu'ils allaient directement aux États-Unis en passant par Montréal. Alors, on ne sait pas exactement combien, mais c'est de très nombreux millions. La vaste majorité des Canadiens anglais des autres provinces, surtout dans l'Ouest, leurs ancêtres sont passés par Montréal. Maintenant, pour ce qui est du futur, je vais prendre un peu plus de temps que prévu. Pour ce qui est du futur, les choses vont être encore plus compliquées, encore plus floues dans le futur que dans le moment actuel, parce que l'Amérique du Nord est en train de changer, le monde entier change, il y a une accélération de l'histoire. Mais il faut comprendre la mentalité immigrante. Les immigrants, quand ils voyagent dans un pays, quand ils se déplacent pour deux raisons. Parce qu'il y a un surpeuplement dans leur pays d'origine, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, puis il faut qu'ils s'en débarrassent, ils n'ont pas de job pour eux. Et la deuxième, c'est parce qu'ils sont plus pauvres. Alors, c'est des pauvres surpeuplés qui se déversent sur des continents sous-peuplés et riches. Alors, il y a présentement deux changements importants qui se produisent sur la planète par rapport à l'immigration. La première, c'est la fécondité. Regardez-moi ça, l'Amérique latine qui produisait 500-600 enfants par femme, c'est fini. Toute l'Asie orientale, c'est fini. Il reste en fait à peu près que seulement que l'Afrique noire, puis pas tout, regardez, l'Afrique du Sud est rendue au même niveau que l'Australie, etc. Alors, la fertilité dans le monde est en train de chuter à une vitesse fabuleuse. Et ça veut dire que la pression démographique va très rapidement baisser vers l'Amérique du Nord et même vers l'Europe, en fait, partout, parce que les continents commencent à être pleins, on est rendu presque 8 milliards. La deuxième raison, et ça c'est la deuxième raison pour laquelle les gens émigrent, parce qu'ils émigrent de pays pauvres vers des pays riches, c'est qu'ils sont en train de devenir très riches. La Chine, qui est le premier pays qui fournit des immigrants au Québec en 2019, c'est la richesse là-bas, ça va très très vite. Avant, ces gens-là, ils étaient très pauvres. Regardez, c'est la même chose à Dubaï, en péninsule arabique, extrêmement riche, beaucoup plus riche que nous, en passant beaucoup plus riche que l'Amérique du Nord. Les cinq pays les plus riches du monde sont dans la péninsule arabique. Il y en a un autre qui s'appelle le Brunei, qui est à Bornéo. Ça passe avant n'importe qui en Occident.
alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Il y a un appauvrissement. Vous avez des 60 000 sans-abri juste à Los Angeles. Si vous allez dans le centre de Los Angeles, c'est ça que vous allez rencontrer. Ils ont toutes sortes de problèmes de salubrité publique. La peste est revenue là-dedans, il y a des rats là-dedans. Les États-Unis s'appauvrissent très, très rapidement. Il y a également le fait qu'on se dirige, ça fait bien dommage, c'est ça, là, il y a une immense crise financière qui s'en vient, une crise d'endettement. L'endettement a explosé partout sur la planète. Puis ça ne marche pas, ça. Quand vous demandez de l'argent aux gens pour un intérêt négatif, là, ça ne fonctionne pas. C'est pas de même. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Si je passe mon argent, je veux qu'on me donne des intérêts. Et non pas qu'on m'en enlève. L'intérêt négatif, ça veut dire que je vous emprunte 100 000 $, au bout d'un an, je vous en dois seulement 95 000. Au bout de 2 ans, je vous en dois seulement 90 000. Ça ne marche pas comme ça, la vie. Il y a une crise d'endettement importante qui s'en vient. Et ce qu'on a vu lors de la crise de 1929, c'était un chômage massif. Et c'est parce qu'il faut que je donne les solutions. Désolé. Et c'est ça qu'on avait. Alors, l'immigration s'est arrêtée à cause de la crise. Et c'était la raison que je donnais pour ça. Maintenant, ce que je veux, c'est ça. Hey, par contre, attention, il va toujours y avoir de l'immigration. Il y a toujours de l'immigration à toutes les époques, ne serait-ce que des réfugiés qui vont dans le pays voisin. Mais ça devient une immigration modérée, non plus une immigration de masse quand les natalités et les taux de richesse se sont équilibrés. Ce qui sort équivaut à ce qui rentre. Maintenant, ce que je veux donner, parce que c'était le but de ma conférence, puis j'ai essayé de faire ça en 5 minutes, c'est que comment est-ce qu'on peut convaincre les minorités au Québec de voter pour le oui? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Du côté des Autochtones, je pense notamment aux Inuits sur la Côte-Nord, on le voit là, ils sont beaucoup plus pauvres que la moyenne canadienne. C'est pas des ghettos, mais c'est vraiment pas riche. Alors, pour les Autochtones, il va falloir qu'on règle le problème, et notamment à l'échelle mondiale. Alors, on peut faire deux choses. D'abord, leur offrir de rien changer, c'est ce que Parizeau avait fait en 1995. On ne change rien, vous gardez tout, ils n'ont pas de raison de s'opposer. Et la deuxième, c'est de négocier avec eux pour régler le problème. Régler le problème sur le mode de ce qu'on a fait à la baie James. C'est-à-dire que ce qu'on fait essentiellement à la baie James, c'est qu'on a superposé deux civilisations sur le même territoire. On a dit aux Autochtones, vous allez faire de la chasse, de la pêche, vous allez avoir vos villages, vous avez votre langue, vous faites ce que vous voulez. Puis nous, on va faire des barrages, on va couper du bois, on va faire des mines. Et ça a très bien marché, ça fonctionne très bien. La baie James, travaillez là-bas, il n'y a pas de conflit. C'était très bien, puis les Autochtones gagnent beaucoup d'argent avec ça. Et l'idée, c'est que si on règle au Québec, là on parle de tous les Autochtones du Québec, il faudrait faire ça pour les Inuits sur la Côte-Nord, les Atikamekw, les Micmacs. Et quand on a fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tomber le premier domino au Québec. Ensuite, on se retourne vers le Canada anglais et on exige un traité de réciprocité pour qu'ils traitent aussi bien leurs minorités que nous, on traite les nôtres. Au Canada, il y a deux sortes de cris. Il y a les cris riches qui habitent dans la province la plus pauvre du Canada, Québec. Il y a les cris pauvres qui habitent dans les provinces les plus riches du Canada, Ontario, l'Ouest canadien, l'Alberta. Alors ça, c'est le Canada. Au Canada, il y a deux types de minorités linguistiques. La minorité linguistique anglo-québécoise qui est très riche dans la province la plus pauvre du Canada, puis la minorité francophone qui est la plus pauvre dans les provinces les plus riches du Canada. Alors, il faudrait demander un traité de réciprocité au Canada anglais de façon à faire tomber le deuxième domino. Et ensuite de le faire tomber à la grandeur de la planète. Et s'il faut faire ça, c'est parce que c'est la chose correcte à faire, juste, et non pas parce qu'on se sent coupable. Ça, c'est des folies, là. Comme dit la mairesse Valérie Plante, Montréal ne nous appartient pas, c'est des vraies folies. Alors, voilà. Les Autochtones au Québec, les Québécois n'ont pas d'affaire à se sentir coupables. Ils sont sous le contrôle des Canadiens anglais d'Ottawa depuis 1760. Complètement, c'est le Canada qui a créé les réserves. Le Québec n'a rien à dire là-dedans. Alors, ce qu'essaie effectivement de faire le Canada, c'est de diviser pour régner, en opposant les Autochtones aux Québécois, alors qu'on était des alliés jusqu'en 1760, et que ce qu'on voudrait faire, c'est essayer d'obtenir une entente avec eux. On a déjà la carte. Je vous disais tantôt, moi ce que je propose, c'est de carrément donner la planète aux Autochtones. Toute la planète aux Autochtones. Leur dire c'est à vous. On a la carte ici de toutes les tribus indiennes au Canada. On les a, c'est celles les territoires qu'ils occupaient à l'arrivée des Européens. Et on l'a également en Amérique centrale. On a ces cartes-là. On l'a également en Asie du Sud-Est, où on a toutes les minorités.
des pays du monde ont des autochtones ou l'équivalent. On a également les territoires habités par les Touaregs. Regarde, ça passe par-dessus les frontières des pays. Mais c'est vraiment le pays des Touaregs. Alors, quand je dis qu'il faut superposer deux civilisations sur le même territoire, on pourrait le faire au Québec puis le montrer au reste du monde. C'est un des apports que le Québec pourrait amener au monde. Et pour donner le meilleur exemple, c'est les Inuits. Les Inuits voudraient créer un pays avec le Groenland, le Nunavut qui est ici, le Groenland qui est ici, le nord du Québec, le nord, bon, plus qu'en Sibérie du Nord-Est. On pourrait le faire, on pourrait leur donner. On leur dirait, écoutez, c'est votre pays, vous avez un gouvernement fédéral, mais vous avez des provinces. Une province en Russie, une province en Alaska, une province au Nouveau-Québec. Et ces provinces-là s'entendent avec la civilisation occidentale qui est là, sans toucher à leurs frontières, par voie de traité, comme on le fait pour la baie James. Alors ça, je pense que ce serait une solution où tout le monde serait confortable et où les Autochtones auraient intérêt à faire fonctionner l'économie, au lieu de s'opposer en faisant des barrages de routes, etc. Et ça pourrait être fait à la grandeur du monde. L'idée, c'est que tout le monde garde ses frontières, mais on organise, comme à la baie James. Et les Inuits sur la côte nord, ben, il y a encore quelque chose d'intéressant à dire. C'est la partie intéressante. Désolé, c'est plus important. Pour ce qui est des anglophones du Québec, ils représentent 7,5% de la population. Moi, je dis après l'indépendance, c'est possible, c'est même probable qu'il y en a plusieurs qui vont s'en aller, parce qu'ils ne veulent pas vivre dans un pays français. Mais il y en demeure pas moins que, pour régler le problème des anglophones, c'est exagéré, ce qu'ils ont obtenu au Québec, à cause de. Ils ont exagéré parce qu'ils étaient les plus forts. Alors, moi, ce que je ferais, c'est que, par exemple, je leur garantirais, sur 7,5% de la population, je pense que ça baisserait, je leur garantirais 8% de tout. Et non pas 30% comme aujourd'hui, ou 20, ou 25, ou 40. On leur garantit 8%, c'est généreux, mais évidemment, on leur enlève des choses, on leur enlève leurs privilèges, ils ne sont pas contents. Mais c'est simplement juste et équitable. Alors, on leur donne 7, ils sont 7,5, on leur donne 8%. S'ils tombent à 5, on leur donne 5,5, quelque chose comme ça. Et pour la langue de bilinguisme, moi, je permettrais le bilinguisme dans une partie du Québec, dans West Island, qui comprend 16% de la population, qui ont permis le bilinguisme français en premier. Alors, ils ont eu leur part, la moitié de 16%, c'est 9%, ils l'ont eu, puis tout le reste du Québec est français. Alors, ça serait une solution. Il faudrait évidemment demander un traité de réciprocité pour les minorités françaises hors Québec, ce qui va coûter très très cher au Canada anglais. Maintenant, pour ce qui est des groupes ethniques. Vous avez ici, d'abord, il faudrait commencer par leur expliquer tous les avantages de l'indépendance, parce qu'ils ne sont pas au courant, personne ne leur dit. Alors, les droits de passage qui seraient payés à travers le Québec. Vous auriez des industries qui s'installeraient au Québec parce qu'ils ne voudraient pas payer des droits de passage. On se débarrasserait d'un gouvernement de trop, beaucoup d'argent à sauver. On élimine les privilèges des Anglo-Québécois. Les crédits de carbone, dont j'ai parlé dans une autre. En tout cas, il y a beaucoup de. Les crédits de carbone, c'est de l'argent que les pays qui produisent beaucoup de pollution, le Canada pétrolier, paie à un pays qui produit peu de pollution, comme le Québec hydroélectrique. Alors, ça, on commence par leur expliquer ça, c'est payant. Mais un coup qu'on leur a expliqué que c'est payant, parce qu'ils vont rester ici, notamment les francophones, il faudrait également leur garantir, c'est des choses que les Québécois ne réfléchissent pas à ça, pourtant c'est vrai, les immigrants francophones, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on fasse rentrer des immigrants anglophones. Ils n'ont pas intérêt non plus à ce que ce soit l'anglais, que ce soit bilingue au Québec, parce que c'est deux langues compliquées à apprendre. Alors, il faudrait leur offrir, leur promettre la loi 101. Il faudrait également, par exemple, dans le cas des immigrants, on pourrait prendre comme immigrants tous ceux qui habitent les franco-canadiens, les Acadiens. Si on en a besoin, on va chercher eux. On va chercher tous ceux qui habitent dans les pays francophones que j'ai montré tantôt, Haïti, le Cameroun, la France, etc., les Liban. Et on pourrait également leur faire un truc, le truc suivant. Le Québec dépense, par l'entremise d'Ottawa, 1,4 milliard de dollars par année en aide internationale. Alors, moi, ce que je ferais, je pourrais regarder, c'est des pays francophones. La francophonie est un phénomène atlantique. Alors, moi, je promettrais à des pays comme l'Algérie, le Maroc, Haïti, le Liban, qui nous ont envoyé beaucoup d'immigrants, maintenant le Cameroun, je leur promettrais aux immigrants, je dis, chaque année, on va vous donner 200 millions de dollars gérés par la communauté camerounaise de Montréal sur un projet de 20 ans. On parle de 4 milliards de dollars. Et c'est vous qui allez gérer, c'est-à-dire les immigrants qui viennent de ces pays-là. Et ben là, si vous prenez par exemple 4 pays, ça fait 200
200 millions par année, ça fait 800 millions. Il vous reste encore de l'argent pour aider tous les autres pays de la francophonie, si vous voulez. Alors ça serait quelque chose qui gérerait eux-mêmes avec des gros salaires. Alors ça, c'est le genre de propositions qu'on peut faire. Et qui pourrait nous blâmer d'aider massivement Haïti, qui est le pays le plus pauvre de l'hémisphère, le Maroc, l'Algérie, qui sont des pays qui ne sont pas si riches que ça s'en vient bien, mais quand même. Alors c'est le genre de propositions qu'on peut faire aux immigrants, aux groupes immigrants. Puis on leur promet également que on va réduire l'immigration. Il y en a trop au Québec. On reçoit 2 fois plus que les États-Unis par 100 000 habitants, 3 fois plus que la France. En fait, c'est très, très élevé. Alors, on va garder l'immigration francophone. On va se débarrasser simplement des migrations anglophones ou celles qui s'assimilent à l'anglais, et sauf bien sûr ceux dont notre économie aurait besoin, bien sûr. Alors là, j'ai presque fini, Micheline, ça s'en vient. Ah, elle doit être fini. Pour ce qui est, je vais vous donner un autre exemple. Les musulmans, ce que les Québécois ne comprennent pas, c'est que les musulmans ne peuvent pas parler en faveur de la laïcité parce qu'il faut qu'ils aillent dans des fêtes, il faut qu'ils vont se faire engueuler par des islamistes. En fait, c'est une communauté qui fonctionne comme ça. C'est aux musulmans qu'il faut promettre la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État au Québec. Moi, je connais plusieurs musulmans qui me disent on n'en veut plus de ça, on s'est sauvé de ça, on n'en veut plus de ça. Alors, les Québécois, ils disent on pensait comme ça. Il y a plein de musulmans, puis vous auriez, moi je suis sûr que 30 à 40% des musulmans qui voteraient si on disait dans le Québec indépendant, on va avoir la laïcité complète. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils ont quitté ça, ils n'en veulent plus, ils ne veulent pas porter le voile, ils veulent aller à la mosquée s'ils veulent. Comme nous, avec la religion catholique, on fait ce qu'on veut, mais on ne veut pas que n'importe qui vienne nous donner des ordres. C'est ça. C'est presque terminé. Maintenant, pour ce qui est de l'avenir, pour le prochain référendum, par exemple, le dernier référendum, c'est qu'on l'avait perdu, Jacques Parizeau avait dit la vérité. C'est à cause de l'argent et des votes ethniques. Les votes ethniques qui étaient à 95% non, parce qu'il y avait la propagande fédéraliste. Mais ça veut dire qu'on a un immense marché du côté des groupes ethniques, parce qu'écoutez, si vous avez seulement que 5% de oui, il faut aller chercher une quantité folle de votes. Et n'oubliez pas une chose, quand un vote non vire oui, ça compte pour 2. Moins 1 plus 1. Tandis que si vous faites entrer un Pakistanais qui va se mettre du côté des Anglais pour voter non, ça compte pour 1. Alors, il y a un marché gigantesque pour les indépendantistes du côté des groupes ethniques. Et de toute façon, comme c'est payant l'indépendance, eh bien, les immigrants n'ont rien à perdre et nous, encore moins. Alors, écoutez, j'espère que vous avez aimé ma conférence. Je suis désolé que ça ait pris plus de temps que prévu, mais je pense que la partie la plus intéressante était la dernière. Alors, merci. Avez-vous des questions? Oui, en 1995, au mois de février, j'ai fait un mémoire, et puis dans le mémoire, il y avait ce qu'on appelait un investissement humanitaire. Et puis j'avais donné Haïti, parce que c'est le pays pauvre qui n'a pas dans l'hémisphère sud. Je disais tout simplement, comme le dicton dit, comme je te dis j'ai faim, tu me donnes un poisson. Mais si, jour même. Mais si tu me donnes un poisson, puis tu me montres comment pêcher, tu enlèves ma faim pour toujours. Ce qui fait que moi, je disais toujours, dans cette proposition, si on a choisi un motel-hôtel, ça coûte 1 million. Ils ont rien que 200 000. On le prête 800 000, mais on ne lui donne pas ça en argent. On dit simplement, qu'est-ce qui rentre dans le motel que vous n'avez pas fournir? Nous allons vous le fournir jusqu'à l'ordre de 800 000. Mais le surintendant va être un des nôtres et le superintendant, le vice-président, va être un des vôtres pour montrer comment faire la construction, ainsi de suite. Que ce soit un contremaître, c'est un de nous autres pour bien gérer la patente, l'immeuble, et puis l'assistant, c'est un de le laveur. Et quand ils auront à peu près 50 à 75% du montant que j'ai prêté de marchandises qui rentrent dans l'immeuble, là, on sortira, et puis eux autres, ils continueront, et nous autres, on aura la surveillance pour gérer le bon projet. Et ceci, ça serait dans tous les domaines. Et puis en même temps, c'est qu'on voudrait que eux autres fassent la même chose dans d'autres pays. Pour faire en sorte que tous les pays du monde, les gens qui sont là,
deviennent égales. Non pas les pays du tiers-monde, parce que c'est des pays émergents, parce que c'est les nôtres. Parce que les pays riches, c'est nous autres qui avons fait les pays pauvres. La question, André? OK. Ma question est, c'est qu'on ne pourrait pas s'en aller plus sur ce domaine-là, de fournir les pays et puis le faire des promotions pour les stimuler. Bon, moi, j'ai travaillé dans le domaine international pendant plusieurs années. Et je peux vous dire que l'expérience qu'on avait, moi, un truc qui m'embête beaucoup dans tout ce qui est développement international ou aide au tiers-monde, c'est le côté culpabilité. Là. Moi, je trouve ça bête. Là. On est tous ensemble, c'est comme au Québec, on est tous ensemble, on travaille à développer le pays, on travaille à développer la planète. L'expérience qu'on a, c'est que quand les gens ils vont sur le cœur sur la main, puis qu'ils arrivent dans un pays, puis ils paient tout pour, par exemple, faire des puits pour aller chercher de l'eau souterraine pour que les femmes arrêtent d'aller chercher l'eau dans les montagnes en Afrique noire, ça marche pas. Ça marche pas. Ils n'ont pas payé pour ça, ils s'en contrefoutent. Si vous voulez que ça marche vraiment, l'aide internationale, il faut que ça fasse mal. Vous rentrez dans un pays et vous dites aux gens, écoutez bien ça, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre pays? Ah, nous autres, on veut rendre les femmes en esclavage. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on veut le faire? Non, on se retire. Ils disent, oui, mais ce qu'on voudrait, c'est ouvrir, par exemple, faire pousser des arbres. Ah, ça, c'est intéressant. Combien vous pouvez mettre? Hein? On est tous, on n'a rien à foutre. Combien vous pouvez investir pour planter des arbres? Bon, ça, on va fouiller, il fouille, on peut trouver 100 000 par année. Aucun problème. Vous fournissez 100 000 puis nous, on fournit 900 000 c'est 1 million. Là, ça marche. Parce que le gars, il a mis 100 000 il a vraiment fait mal, là, le 10 qu'il a trouvé là, pour aller faire planter ses arbres. Alors, il va protéger ses arbres. Ça, c'est extrêmement important. Moi, je travaillais pour une ONG qui faisait ça. On forçait les gens à dépenser. Et on avait des services où c'était des millionnaires, là, des gens qui allaient donner gratuitement. Ça ne marchait pas, parce que c'était donné. Ils s'en foutaient. Ils disaient, je me souviens une fois, je suis rentré dans un ministère, je pense que c'était au Gabon, il y avait un empilement dans la cour de typewriter, de machine à écrire, toute la même marque. Je rentre, j'ai dit, mais pourquoi vous les laissez rouiller? Ah, mais ils sont brisés. Mais vous pouvez peut-être en faire une ou deux avec les 10 qui sont là. Ah, c'est pas grave, les Hollandais vont nous en donner d'autres. C'est ça qui arrive. Il y a du gaspillage. C'est donné, ça ne marche pas, ça. C'est une grosse erreur. Alors, il faut que ça devienne de véritables partenaires. Moi, ce que je propose, de donner 200 millions de dollars, par exemple, à Haïti, c'est un exemple, ça pourrait être plus montant, plus petit. D'abord, c'est éviter le gouvernement à cause de la corruption. Il faut que ça soit contrôlé par des Québécois pour être sûr qu'il n'y a pas de vol, parce que c'est des pays de corruption, des pays pauvres. Puis ils sont pauvres, entre autres, parce qu'il y a de la corruption. Depuis l'aide internationale, c'est souvent des classes moyennes des pays riches qui donnent de l'argent aux riches des pays pauvres. C'est complètement fou, l'argent est détourné. Alors l'idée, c'est d'investir dans la population, près de la base, pour que les gens dans les villages paient. Alors si vous installez des panneaux solaires, là, combien tu peux payer? Tu peux payer 1000, pas de problème. On va t'amener le 50 000 qui manque. Ça fonctionne bien. Alors il faut éviter le gouvernement en tant que possible, ce qui est difficile, parce que c'est eux qui contrôlent le pays. Deuxième des choses, il faut avoir un investissement intégré sur le long terme. C'est pour ça que je parle de 20 ans. Si vous dites on met 200 millions en Haïti pendant 20 ans, c'est 4 milliards de dollars contrôlés par les Haïtiens de Montréal, qui parlent les deux cultures, qui connaissent les deux pays. C'est idéal, mais contrôlé par des contrôleurs québécois. Et s'approcher des gens. Alors, par exemple, je vais vous donner juste un exemple. En Haïti, tout autour de Port-au-Prince, il y a des montagnes qui sont complètement pelées. Ils ont trouvé des arbres pour faire du bois, parce qu'ils brûlent, ils font de la nourriture, ils font chauffer l'eau avec ça. Alors, si vous voulez avoir des arbres, il faudrait commencer par près de la frontière de la République dominicaine, parce que quand vous regardez sur un satellite, vous voyez la frontière haïtienne. Belle ligne droite, c'est complètement dépeuplé d'un côté puis de la forêt de l'autre. Alors, vous sauvez les arbres près de la frontière et vous payez les villageois 1 $ par année pour chaque arbre qui n'a pas été coupé. Ils vont y faire attention jusqu'à 20 ans. Quand l'arbre atteint 20 ans ou 30 ans, là, vous dites, vous pouvez le couper, vendre le bois. Alors, vous voyez, là, ils font de l'argent des deux façons, en conservant. Vous attendez que l'arbre soit rendu à sa grandeur. Bon. Pour avoir du bois à Port-au-Prince, vous payez les gens autour de Port-au-Prince pour laisser pousser des eucalyptus, par exemple, qui poussent très rapidement. Mais l'idée, c'est d'avoir un projet intégré sur de longues périodes, de façon à changer
vraiment quelque chose dans le pays. Arrêtez de donner de l'argent parce qu'on se sent coupable, parce qu'on est riche, les autres sont pauvres. Ça ne marche pas du tout. Allez-y. Est-ce qu'on pourrait... Excuse-moi. C'est sur le sujet. Jean avait demandé, puis après, ça pourrait être toi, OK? Plus tard. Jean? Bonjour. J'ai particulièrement apprécié votre cours de géopolitique. Vraiment, là, j'en prendrais d'autres. Cependant, le lien avec la souveraineté du Québec et la façon de convaincre les immigrants, cela m'apparaît des raisonnements à plutôt long terme. Parce que les convaincre de ceci et de cela, ce qu'on va faire éventuellement si on est indépendant, c'est pas une préoccupation immédiate. Hein? C'est reporté dans le futur si nous devenons indépendants. On comprend là. Okay? Il me semble qu'il y a des argumentaires qui seraient plus localisés, hein, qui expliquent mieux notre réalité face au gouvernement fédéral, face à notre État, notre situation de colonie intérieure au Canada. Okay? Nous sommes dans la même situation que l'autre quand ils étaient là-bas. Hein. D'une certaine façon, ils ont été colonisés par les Européens, etc. Et plusieurs États s'en sont débarrassés. Mais nous sommes encore une colonie intérieure et nous ne disposons pas de tous les moyens pour, disons, ne serait-ce que vous accueillir correctement. Il me semble que c'est plus vers un référendum prochain, et non pas dans un référendum dans 20 ans, qu'il faut travailler pour ça. Je ne sais pas si vous pouvez dire ça. Ben, c'est ce que j'ai commencé à dire quand je parlais. En passant, la conférence d'aujourd'hui, c'est sur les minorités par rapport au projet d'indépendance. Toutes mes autres conférences parlent justement d'enrichir le Québec. Pourquoi? Quelles sont les pertes sont énormes. J'ai listé ici, j'ai commencé par dire qu'il fallait d'abord expliquer que c'était payant l'indépendance. Ça, c'est la chose la plus importante. Puis c'est pas un peu payant, là. Un peu payant, c'est extrêmement payant. Évidemment, il faut convaincre les Québécois de souche, puis les Autochtones, tout ça. Mais le point, c'est comment, parce que c'est un énorme marché, les groupes ethniques au Québec. On en a eu 5 comment est-ce qu'on peut faire moins? Puis depuis, comme ils sont devenus importants, ben allons. Vous savez que, je le disais tantôt, un vote non qui vire oui, ça compte pour 2. Bon, mais c'est très important, c'est un marché énorme. Si on va, je vais même aller plus loin que ça. On a perdu le référendum de 95 à cause de certains votes ethniques. Mais le prochain référendum, on va le gagner à cause des votes ethniques. Parce qu'il suffit d'aller en chercher 15 ou 20. Vous allez en chercher 15 ou 20 on parle d'une différence de 40 on double. Bon, alors c'est la propagande. Les immigrants ne sont pas méchants. Les immigrants ils viennent ici pour s'enrichir. Quand les Québécois, ils ont tendance à dire, pour s'encourager, dire on est un pays riche, on s'en sort bien, puis on est capable d'être indépendant. Oui, bien sûr qu'on est capable d'être indépendant, mais on est la province la plus pauvre du Canada, alors qu'on détient le seul territoire essentiel du Canada. Bon, ça nous a été volé. J'ai donné l'exemple des vols des Anglo-Québécois, 25 fois plus payants par habitant, etc. C'est de ça dont moi je parle. Il y a des sources de richesse gigantesques. Les immigrants ils viennent pour s'enrichir. Il y avait quelqu'un ici, il y avait deux immigrants qui étaient venus, une de mes premières, quand j'ai dit ça, que la province la plus pauvre du Canada, sont venus me voir après la conférence. Puis ils ont dit, d'après toi, est-ce qu'il y a un avenir pour nous au Québec? Ben, j'ai dit oui, surtout si on devient indépendant, parce qu'on va aller chercher tout cet argent-là. Le Québec est un cas unique, que je connaisse, c'est le cas unique au monde, où un pays qui a accès direct à l'océan Atlantique au Québec commence à Montréal, il commence à Saguenay. Bon, Jacques Cartier, là, il est allé jusqu'à Montréal avec ses gros bateaux. Pas besoin de venir en barque, il venait qu'un bateau. Bon. Alors, nous, on a accès au monde entier. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. En tout cas, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, là, essentiellement, c'est que Ah oui, c'est ça, c'est que les jeunes, ils me disaient, est-ce qu'il y a un avenir pour le Québec? J'ai dit, oui, surtout si on devient indépendant, parce que les droits de passage, juste les droits de passage pour le Pipeline Énergie-Est, qui en passant, je le dis tout le temps, ils vont nous le passer, on n'a rien à dire. Il s'est passé deux, trois épisodes dans les dernières semaines. Je crois que les Québécois sont tellement habitués de se faire marcher ses pieds qu'ils ne s'en rendent même plus compte. Mais quand Legault a dit j'ai été élu pour diminuer l'immigration à 40 000 par année, le fédéral a dit ça ne te concerne pas, c'est nous qui décidons du nombre. Donc on va vous noyer et on va continuer. Alors que la population du Québec a dit non, on n'en veut plus, là. Surtout on veut des francophones, on ne veut plus d'anglophones, etc. Bon.
Deuxième des cas, ça a été l'affaire d'Énergie-Est. Le premier ministre d'Alberta a dit ça. Regarde pas le Québec, ça. C'est interprovincial. On va passer le pipeline pareil, puis le Québec n'a rien à dire. Bon. Alors, c'est la mentalité du Canada anglais. Il passe à travers son pays. Seulement pour le pipeline Énergie-Est, qui est 1,1 million de barils par jour, plus le Sarnia-Montréal, si vous chargiez le même pourcentage de ce que les Américains demandent. Les Américains, comme le pétrole de l'Alberta il est poigné, les axes sont nord-sud dans l'Amérique du Nord, les Américains vont jusqu'à demander 40% de rabais sur le prix mondial. Alors, si vous prenez 40% de rabais, multiplié par le prix international, multiplié par 1,5 million de barils par jour, ça fait autant que la péréquation. Un pipeline. Deux pipelines, pardon, c'est en Montréal. Bon. En plus de ça, vous avez les crédits de carbone. Les crédits de carbone, c'est des milliards et des milliards de dollars. Les gouvernementaux, François Legault avait calculé, je ne sais plus combien de milliards qu'on sauvait. C'est véritable. Le Canada, c'est ça que j'ai dit à ma dernière conférence, c'est un pays qui gaspille. Puis il gaspille à toutes sortes. Puis comme il gaspille, il nuit à l'environnement. En passant, je vais vous faire des remarques par rapport à ça, une remarque que je trouve très importante. L'idée de la rectitude politique de nos jours. Ils ont pris toutes sortes de causes jolies, là, roses, qui plaisent à beaucoup de monde, puis ils ont tout mis ça ensemble comme si ça formait un tout cohérent. Bien, c'est faux. Quand Justin Trudeau dit il veut faire entrer 100 millions, il veut qu'il y ait 100 millions de Canadiens en 2100, ça, c'est détruire l'environnement. C'est tripler la population, une des plus polluantes du monde, multipliée par 3. C'est pas ça qu'il faudrait faire. Il faut au moins stabiliser la population et la laisser diminuer, c'est ce que les Japonais ont décidé de faire. Ça, c'est un. Deuxième des choses, quand vous essayez de détruire une nation, c'est un organisme pour produire le plus de richesse possible avec le moins de pollution possible. Alors, si vous essayez de détruire une nation, ce qu'ils essayent de faire depuis 260 ans au Québec en détruisant le peuple québécois, quand vous créez ce qu'ils appellent le multiculturalisme, c'est-à-dire qu'il va y avoir un paquet de petits morceaux à gauche, à droite, là, vous créez toutes sortes de bruits dans l'économie, toutes sortes de gaspillage, puis ça, c'est de la pollution. Fait que c'est toutes des conneries. C'est pas vrai que ça va ensemble. Si on veut sauver l'environnement, il faut sauver les nations, il faut accepter l'immigration. L'immigration, c'est bon quand c'est modéré. Il faut accepter ceux dont on a besoin dans notre économie. On peut accepter des réfugiés, mais un réfugié, c'est un réfugié. C'est pas quelqu'un qui saute la ligne pour être passé devant les autres immigrants qui, eux, ont suivi la filière normale. Bon. Fait que c'est simplement, puis j'en parlais d'ailleurs, la culpabilité tantôt, on ne sauvera pas la planète à coup de culpabilité. On va sauver la planète si on fait ce qui est correct. Dans le cas des Autochtones, ce que je propose, c'est une solution qui fonctionne. On l'a expérimenté à la baie James. Ça marche bien. Les Cris, ils ne s'ostinent plus depuis la paix des Braves. Ils reçoivent de l'argent, ils ont leur territoire à eux. Ils font leur langue dans leur pays, dans leur territoire. Ils foutent la paix aux autres. Puis nous, on fait des mines, on coupe du bois, etc. Alors, c'est de ça dont il était question dans cette conférence. Et non pas des profits à faire avec l'indépendance, parce que les profits à faire avec l'indépendance, puis au bout, là, etc., ben, je n'ai pas fait une centaine de vidéos par hasard sur le Québec. C'est le etc. dont je parle. Oui. Quand on parle de dons aux pays pauvres, comme vous avez donné Haïti comme exemple, est-ce qu'on pourrait parler de fonds d'investissement dans lesquels la communauté locale investit pour le bénéfice de les gens locaux et les gens dans les pays pauvres? Bien sûr. Parce mais que là, le fonds d'investissement, là, c'est pas... Tu comprends où je veux en arriver? Quand un nouveau gouvernement arrive, il défait tout ça. C'est que si vous signez un contrat avec le gouvernement, on l'a dans certains pays. On fait un contrat, pour on dit par exemple, on va développer telle chose pour les femmes, par exemple, il y a des choses. On peut faire, moi je dis, si on faisait un contrat à long terme, par exemple Haïti, on parle de 4 milliards de dollars structurants. Pas donner des tasses de café à tout le monde. Non, je comprends. On parle de planter des arbres, on parle d'aider les cultivateurs. Les cultivateurs à augmenter leur production. L'ONG pour laquelle je travaillais, c'était notre travail. On allait voir des businessmen pour augmenter leurs profits. Ils augmentaient leurs profits, donc ils pouvaient vendre plus, donc ils pouvaient engager plus de monde. Ça générait un pôle de développement. Puis un cas comme Haïti, qui est un pays vraiment qui est parti à volo, là. Il n'y a plus de forêt, la terre est en mauvais état, la population est mal éduquée, puis ils foutent le camp, ils restent tous aller aux États-Unis, puis bon, c'est ça. Bien plus qu'au Québec ça frappe. Mais tout ça pour dire que on parle de changer la donne.
Puis là, on parle de sauver la planète, en fait. Et la richesse, elle va venir d'Haïti. Elle ne viendra pas de nous. C'est pour ça que je dis qu'il faut leur apprendre à pêcher, pas leur donner du poisson. Il faut investir sur un projet à long terme, c'est-à-dire où on voit au bout de 20 ans les résultats, ou 10 ans ou 5 ans, avec un plan. Mais il faut surtout éviter la corruption. C'est ça. Le but du fonds d'investissement par rapport aux dons, c'est que la communauté locale se doit d'investir dans le fonds et va vouloir la rentabilité du fonds. Donc, ils ont un intérêt particulier à ce que ça fonctionne de manière bien au lieu de manière corrompue. C'est ça. J'ai travaillé sur un projet qui était au Bangladesh. Le gars a gagné un prix Nobel pour ça. Lui, c'est lui qui a fait le travail, c'est pas moi, c'est pas nous. Il est venu nous voir. Il voulait savoir comment avaient fonctionné les caisses populaires pour se lancer. Quand ils ont lancé les caisses populaires, ça a été la même chose pour avec Duplessis pour l'électrification rurale. Duplessis, il allait voir les banques et il dit « Donnez de l'argent, passez de l'argent aux agriculteurs pour qu'ils puissent développer leurs trucs. » Bien, ils ont dit « Leur ferme ne valent rien. » Je sais pas. Oui, mais c'est des gens d'aide. C'est ça qui est arrivé au Bangladesh. C'est qu'ils ont donné de l'argent aux femmes, puis on parle de sommes ridicules, 200 $. La femme est pauvre, elle est dans la merde. Carrément dans la merde, elle mendie sur la rue. Mais elle sait tricoter, elle sait faire du linge, parce qu'elle fait ça pour ses enfants avec des guenilles qu'elle trouve à gauche, à droite. Fait que la femme a dit, il dit à la femme, est-ce que si vous vouliez lancer pour faire des vêtements, j'aurais besoin d'une machine à coudre, mais ça coûte 75$, je n'ai pas cet argent-là. Ben là, il dit, écoutez, on va vous passer 75$, mais il faut que vous ayez 5 personnes du village qui disent que vous êtes fiable. Quand elle est voir le monde, c'est les gens qu'elle connaît, les gens disent, elle est fiable. Vous passez 75$. Mais chaque mois, vous nous amenez une pièce et demie. Et les femmes étaient fières. Ils amenaient une pièce et demie, puis ça a fonctionné. Alors, le résultat, c'est que c'était un énorme succès parce que ces gens-là sont religieux, c'est des musulmans. Les autres, on était catholiques. Mais c'est des gens qui se faisaient une fierté. Puis le taux de perte était de 1%. C'est quasiment rien. Des gens qui mouraient, qui avaient un accident, qui se coupaient une main avec la machine. Alors, ça a été un immense succès. Il a gagné un prix Nobel avec ça. Parce qu'il s'est basé sur l'honnêteté de l'individu. Les gouvernements, c'est tout corrompu. Exact. C'est-à-dire, du moment qu'ils ont la main, c'est pour ça que le pétrole, c'est tout le temps une catastrophe. Un pays qui a du pétrole, c'est une catastrophe parce qu'ils ramassent l'argent dans les mains du chef. Ben, lui, il se paye un voilier en or, puis une sorte de folie, puis il donne de l'argent pour que les gens restent calmes. Mais si vous allez directement à la population de base, puis un autre phénomène. Si vous commencez un système comme ça, dans un pays comme Haïti, qui est plus pauvre, si ça fonctionne, les gens vont venir aider la France, les autres pays. Là, vous allez peut-être tripler, quadrupler. Vous avez un effet d'entraînement. Et quand vous lancez un système comme ça, il se passe toutes sortes de choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Par exemple, si vous voulez changer, on va faire ça court, mais si vous voulez vraiment changer un pays, si vous voulez changer complètement le pays, il y a un paramètre qui est très important, l'éducation des femmes. Vous envoyez tout à l'école, et 20 ans plus tard, le pays a complètement changé. C'est le même qu'on a fait au Québec, c'est le même que tout le monde a fait partout dans le monde. Et c'est ça que les talibans ne veulent pas qu'on fasse en Afghanistan. Ils détruisent les écoles parce que quand les femmes sont en esclavage, ben là, ils peuvent les écraser avec la religion, tout ça. Mais c'est le critère de base. Éduquer les femmes, pas leur donner de l'argent. Quand elles vont être éduquées, elles vont s'acheter les machines à coudre, il y a les mamans, maman quelque chose en Afrique de l'Ouest, c'est des femmes qui lancent des business qui sont très très riches, qui possèdent des usines, toutes sortes de trucs, parce qu'elles l'ont fait elles-mêmes. C'est sur ces gens-là qu'il faut se concentrer, et non pas sur les losers, qui vont perdre de l'argent, qui vont gaspiller, les gars qui boivent. C'est un des problèmes, quand vous donnez de l'argent, le gars, la première chose qu'il fait, il va voir les putains, il va voir il se paye du 4 quand il est au Yémen, etc. Il faut aller vers les gens qui sont fiables, qui d'ordinaire, c'est les femmes qui sont les mères de famille. Là. Mais occupez-vous des femmes, changez de pays. Merci. Bon, Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. merci.